Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Michel Foucault, grand intellectuel et philosophe incontournable de la deuxième moitié du XXe siècle, que je n'avais pas encore abordé pour l'instant, mais qui m'apparaît comme un auteur essentiel sur lequel il faut se pencher tôt ou tard. Si j'ai mis du temps avant de sortir un enregistrement sur Foucault, c'est notamment parce que c'est un auteur particulièrement difficile, je trouve, et dont l'étude demande un travail particulièrement exigeant et attentif. De plus, Foucault apparaît comme un auteur inclassable. On a tenté de le ranger dans le post-structuralisme, mais Foucault a toujours refusé d'être assimilé à une étiquette particulière. C'était d'ailleurs un personnage hautement original qui se démarquait tant par les objets d'étude sur lesquels il a choisi de se spécialiser, la folie, la sexualité ou l'emprisonnement par exemple, que par son mode de vie. Ce qui rend Foucault particulièrement fécond et indispensable dans différents domaines des sciences humaines, c'est son approche transdisciplinaire, qui explique aussi pourquoi il est si difficile à classer. Mais c'est aussi ce qui fait de lui un auteur difficile d'accès, en particulier lorsqu'on l'approche par un prisme strictement philosophique. Si je prends deux de ses ouvrages majeurs qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, Histoire de la folie à l'âge classique et Surveiller et punir, on constate que la dimension historique, et souvent descriptive, est telle que le contenu proprement philosophique demande un travail d'analyse assez poussé pour être mis en relief. Ce qui ne veut pas dire que Foucault est un historien plus qu'un philosophe, mais force est de constater qu'il faut bien s'accrocher pour en extraire toute la dimension philosophique. En tout cas, je parle pour moi, et si vous n'avez jamais rencontré ce genre de difficulté en lisant Foucault, eh bien je vous tire mon chapeau. Je vais m'intéresser particulièrement à un aspect de la pensée de Foucault qui me semble extrêmement intéressant et central, et qui me paraît constituer une partie importante de sa réflexion qui entre toujours en résonance avec l'époque actuelle. Il s'agit de la notion de norme, dont nous verrons qu'elle peut être articulée avec celle de pouvoir, également centrale dans sa pensée. L'entreprise de Foucault est une entreprise à la fois d'historien et de penseur. Son but est de faire ressortir les structures politiques et sociales dans lesquelles le pouvoir s'est exercé et d'interroger les différentes façons dont le pouvoir s'exerce entre un État et son peuple, bien sûr, mais de façon plus profonde et générale entre les individus. Il y a relation de pouvoir dès lors qu'un individu détient la capacité d'exercer une force sur un autre que lui et à inscrire en lui certains mouvements, voire certains automatismes via l'habitude. On pourrait, en schématisant un peu, dire que le pouvoir chez Foucault est une force qu'un corps est capable de faire subir à un ou plusieurs autres corps. De fait, les normes qui régissent notre conception de la normalité, de ce qui est admissible ou non en société, on parle alors de normes sociales, sont des repères induits par le pouvoir qui s'exerce au niveau politique. Or, la conception de ce qui est normal ou non, de ce qui demeure acceptable dans l'espace public ou non, ainsi que la manière dont l'anomalie est traitée, est relative historiquement, et ne peut donc pas être fondée sur une base que l'on pourrait qualifier de manière idéaliste, comme étant universelle. L'entreprise de Foucault, par son aspect historique, entraîne une relativisation des repères sociaux et moraux, car il fait dépendre ceci d'un présupposé anthropologique qui évolue à travers le temps. Chaque époque conçoit l'homme et la normalité à partir de ces éléments théoriques et épistémologiques. Dans son ouvrage L'archéologie du savoir, justement, Foucault entreprend de faire apparaître les présupposés historiques qui rendent le savoir d'une époque possible. Tout savoir reposant sur un ensemble de concepts et de connaissances déterminés qui ne rendent pensables que certaines choses. Ainsi, l'épistémé, terme savant que Foucault développe dans Les mots et les choses,
et la contextualisation historique du savoir, ce qu'il est à une époque donnée, et la manière dont il se développe à partir d'un cadre conceptuel, technologique, d'un ensemble de moyens par lesquels le savoir se développe. Comme exemple moderne de cette application, on pourrait légitimement considérer Internet comme l'épistémé actuelle par exemple. Ça serait l'épistémé par excellence car elle impose de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de recherche pour développer le savoir. Mais passons, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'épistémologie foucaldienne, ou plutôt je vais montrer en quoi sa conception historiciste du savoir sert d'angle d'attaque pour penser la dimension relative des repères à partir desquels s'exerce le pouvoir politique. J'ai choisi comme angle d'attaque la folie chez Foucault qui est un thème majeur car il permet d'articuler, comme je vais le démontrer, la dimension relative des normes sociales, l'exercice du pouvoir politique, dont la fonction est d'organiser l'espace public selon un certain ordre et certaines normes, et enfin la manière dont s'exerce le pouvoir politique moderne. Je vais donc partir de l'histoire de la folie à l'âge classique, puis j'en viendrai à son ouvrage majeur, qui est Surveiller et punir, afin de saisir quel est le fondement du pouvoir politique d'un point de vue moderne et surtout en quoi les normes sociales ou morales possèdent une dimension strictement relative et historique. Dans son ouvrage Histoire de la folie à l'âge classique, Foucault s'intéresse à la façon dont la folie a évolué en termes de perception. Il déterre ainsi les présupposés anthropologiques, c'est-à-dire relatifs à l'humanité, à ce qu'est l'homme, pour expliquer la conception que l'on a pu avoir du fou et par là même de la norme. Le fou étant précisément celui qui échappe à la norme, celui qui est hors norme. Foucault constate qu'au Moyen-Âge, le processus d'exclusion et d'exil de certains individus s'appliquait aux lépreux, le processus d'exclusion au niveau politique de certains individus existait déjà, mais ne s'appliquera aux fous que bien plus tard à partir du XVIIe siècle. On constate d'ailleurs au XVIe siècle une conception encore indéterminée et ambivalente de la folie, qui demeure un sujet de fascination tant au niveau littéraire que philosophique. La folie y est perçue comme une forme de catastrophe liée à la nature qui reprendrait le dessus chez l'homme, et parfois comme un conflit de l'homme avec lui-même lié à la raison. C'est la notion de raison qui va être au centre de l'évaluation que l'on va porter sur l'homme et sur sa normalité ou son anomalie, qu'on va qualifier alors d'anormalité par rapport à cette norme-là qui doit s'imposer. En effet, l'homme est un être doté de raison, et il se démarque du reste des êtres vivants par ce don, cette conception rationaliste servant de présupposé anthropologique est largement dominante au XVIIe siècle. Foucault traite précisément de cette conception de la folie au XVIIe siècle dans le chapitre intitulé « Le grand enfermement » et introduit le concept de déraison comme ce qui est rejeté par la conscience morale du XVIIe siècle. En 1656, par décret, l'hôpital général est fondé. Cet espace d'internement va inclure tous ceux considérés comme fous et représentant 1% de la population parisienne. Le fou est un fauteur de troubles examiné sous l'angle d'un prisme moral et social, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne mettait pas en internement uniquement les personnes qui se prenaient pour je ne sais quoi et qui se promenaient avec un entonnoir sur la tête en hurlant des choses insensées. Cela ne se limitait pas à la conception caricaturale ou classique que l'on peut avoir de la folie aujourd'hui. On mettait en espace d'internement tous ceux qui étaient considérés de près ou de loin comme des marginaux. Les pauvres, les mendiants, étaient ainsi enfermés, alors qu'autrefois ils étaient considérés comme un modèle d'ascétisme et de dénuement. Les voilà considérés comme anormaux et comme devant être enfermés, en résorbant ainsi, accessoirement de manière artificielle, le chômage, les pauvres étant perçus comme un danger social. Ils étaient enfermés et échappaient ainsi au regard de la masse. Bientôt, on enfermera aussi ceux qui ont une réputation de sorciers, de libertins,
ou toute personne ayant une sexualité déviante. Bref, l'enfermement devient un moyen d'exclure et de maintenir à l'abri des regards ceux qui s'écartent de la norme sociale prescrite par la raison, ceux qui ne cochent pas toutes les cases liées au comportement dit rationnel. Payer ses impôts, avoir une petite vie de famille bien rangée, ne pas se montrer trop extravagant. Ils sont ainsi jugés sous l'angle de la déraison et doivent être exclus de l'espace public afin que l'ordre y soit maintenu via une certaine uniformisation. On exclut et enferme ceux qui s'écartent de la norme afin que l'ordre soit maintenu, car on soupçonne la folie, qui est ici rétrospectivement ce que l'on considère simplement comme étant la marginalité, d'être potentiellement contagieuse, et surtout, il y a un présupposé selon lequel le fou serait indirectement responsable de sa folie. Cette incompréhension rétrospective de la folie entraînera alors des châtiments dans les lieux d'enfermement au XIXe siècle, afin de remettre les fous dans le droit chemin de la raison. En effet, ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on tentera de traiter la folie de façon réellement thérapeutique, avec l'apparition des premiers asiles, mais via une certaine culpabilisation des détenus. Pour que le fou cesse de délirer, on fait apparaître chez lui un état de souffrance et d'humiliation afin de prévenir le délire, comme l'explique Foucault au chapitre « Naissance de l'asile ». Si on a tenu à traiter de façon thérapeutique le fou, et non plus seulement à l'enfermer, c'est par peur d'une épidémie de folie. On craignait toujours que celle-ci soit contagieuse et puisse se répandre au sein même des lieux d'enfermement. Le fou n'est plus simplement celui que l'on exclut et confine, mais celui que l'on cherche à rendre étranger à sa propre folie, en lui faisant ressentir celle-ci comme une faute. Le terrain est ainsi préparé pour l'émergence de la psychologie, où la folie sera finalement identifiée à une maladie mentale. En tout cas, ça sera considéré comme une maladie venant de l'esprit. Le fou est donc l'insensé, à ce moment-là, qui subit un dérèglement de ses facultés humaines. Il perd ainsi sa capacité à articuler un discours qui paraisse clair et cohérent pour son interlocuteur. Il perd également sa capacité à s'orienter de façon normale dans l'espace et le temps. Ce qui est important de souligner, c'est que le fou n'est plus pensé comme une sorte d'individu qui n'a rien d'humain, mais comme un humain malade dont les repères dysfonctionnent. Ainsi, le fou nous en apprend même, dans le cadre de la psychologie, sur nous-mêmes, par opposition. Et c'est justement là qu'on en arrive à la grande thèse finale de Foucault dans cet ouvrage, selon laquelle toute norme n'apparaît que sous fond de négativité. Le fou fait transparaître par contraste ce que l'on considère comme étant la normalité. Pour le dire autrement, on comprendrait d'autant mieux ce que l'on considère en temps normal comme étant la norme, comme ce qui est acceptable d'un point de vue social, en étudiant la folie. Foucault défend ici une thèse forte et radicale selon laquelle les normes n'ont rien d'un fait positif, elles apparaissent par effet de contraste avec ce qui leur est opposé. Par exemple, la folie fait d'autant plus prendre conscience de ce qu'un homme dit normal, c'est une vérité humaine qui émerge par contraste, et c'est ainsi que l'on prend la peine de constituer une science humaine, une science de l'homme. Il en va de même pour l'aphasie qui, en étant analysée comme privation de langage, permet de développer une science du langage. Ce n'est pas pour rien non plus si Durkheim, père fondateur de la sociologie, a particulièrement étudié le phénomène du suicide sous fond d'une inadaptation totale apparente à la société. On cherche alors à comprendre ce qui a pu faire obstacle à celui qui s'est suicidé, quels sont les éléments sociaux invariables qui peuvent poser problème à celui qui refuse de vivre davantage longtemps dans de telles perspectives. Foucault va ainsi jusqu'à dire que les sciences de l'homme s'appuient toujours sur des expériences négatives. Par un effet de contraste, elles révèlent ce qui est considéré comme humain, toujours de façon relative par opposition à ce qui s'en écarte. C'est lorsque l'on perd pied avec ce que l'on conçoit d'ordinaire comme étant la norme, comme étant une vérité humaine établie, que l'on en vient à chercher cette dernière. Cette thèse à laquelle en arrive Foucault a ceci de problématique qu'elle ruine, du même coup, tout espoir de fonder une science humaine,
dont le résultat tiendrait lieu de vérité universelle et positive. On en arrive donc à un relativisme des normes qui, selon mon analyse, peut se trouver sur deux plans. Si on effectue une synthèse de ce premier travail que j'ai fourni jusqu'à présent, d'une part, ce que l'on considère comme étant humain, rationnel et donc normal, est déterminé par un cadre et un pouvoir politique historiquement déterminés au sein d'un certain nombre de représentations culturelles et sociales. D'autre part, la tentative de constituer des normes qui puissent s'appliquer à tous les êtres humains sans exception, qu'elles soient psychologiques, sociales ou morales, ne peut donner lieu à des vérités positives et universelles, à des vérités qui semblent s'imposer à chacun d'entre nous et qui semblent aller de soi. La notion d'homme ou d'humanité en un sens universel est donc mise en danger par Foucault, qui, à mon sens, a opéré ici une critique d'une grande violence dont l'histoire des idées ne s'est toujours pas remise. On se demande bien après ce que peut être un homme normal et plus encore ce qui constituerait la norme propre au genre humain, voyez. De plus, cela modifie également complètement la vision que nous pouvons avoir du pouvoir politique, qui n'est plus pensé comme l'exercice de lois dont la fonction coercitive permet de réguler l'espace public et de l'ordonner en vue du bien commun et de la paix. Le pouvoir politique apparaît ici comme indissociable d'un pouvoir d'exclusion, gouverner consistant alors à exclure ce qui échappe à l'espace social défini comme étant conforme à la raison, qui constitue la norme, comme on l'a vu à l'époque classique. Et même au-delà, tout ce qui est jugé comme insuffisamment normal, au point d'être perçu comme un danger potentiel pour le pouvoir en place. Toutefois, ce diagnostic de la folie, dont on avait vu qu'il était relatif et avait parfois un but politique d'enfermement des ennemis de l'État, a également une fonction juridique. Ainsi, le problème de la folie dans l'œuvre de Foucault n'a pas simplement un aspect historique mais juridique, comme le montre l'extrait suivant de Surveiller et punir que je vais vous lire à présent. Je cite : « L'âme du criminel n'est pas invoquée au tribunal aux seules fins d'expliquer son crime, et pour l'introduire comme un élément dans l'assignation juridique des responsabilités. Si on la fait venir avec tant d'emphase, un tel souci de compréhension et une si grande application scientifique, c'est bien pour la juger, elle, en même temps que le crime, et pour la prendre en charge dans la punition. L'expertise psychiatrique, mais d'une façon plus générale l'anthropologie criminelle et le ressassant discours de la criminologie, trouvent là une de leurs fonctions précises, en inscrivant solennellement les infractions dans le champ des objets susceptibles d'une connaissance scientifique, donner au mécanisme de la punition légale une prise justifiable non plus seulement sur les infractions, mais sur les individus, non plus sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'ils sont, seront, peuvent être. Depuis 150 ou 200 ans que l'Europe a mis en place ces nouveaux systèmes de pénalité, les juges, peu à peu, mais par un processus qui remonte à fort loin, se sont donc mis à juger autre chose que les crimes, l'âme des criminels. Et ils se sont mis par là même à faire autre chose que juger. Tout un ensemble de jugements appréciatifs, diagnostiques, pronostiques, normatifs, concernant l'individu criminel, sont venus se loger dans l'armature du jugement pénal. Une autre vérité a pénétré celle qui était requise par la mécanique judiciaire, une vérité qui, enchevêtrée à la première, fait de l'affirmation de la culpabilité un étrange complexe scientifico-juridique. Un fait significatif, la manière dont la question de la folie a évolué dans la pratique pénale. D'après le Code 1810, elle n'était posée qu'au terme de l'article 64. Or, celui-ci porte qu'il n'y a ni crime ni délit si l'infracteur était en état de démence au moment de l'acte. La possibilité d'assigner la folie était donc exclusive de la qualification d'un acte comme crime. Que l'auteur ait été fou, ce n'était pas la gravité de son geste qui en était modifiée, ni sa peine qui devait en être atténuée. Le crime lui-même disparaissait. Impossible donc de déclarer quelqu'un à la fois coupable et fou. Le diagnostic de folie, s'il était posé, ne pouvait pas s'intégrer au jugement,
il interrompait la procédure et dénouait la prise de la justice sur l'auteur de l'acte. Non seulement l'examen du criminel soupçonné de démence, mais les effets même de cet examen devaient être extérieurs et antérieurs à la sentence. Or, très tôt, les tribunaux du XIXe siècle se sont mépris sur le sens de l'article 64. Malgré plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rappelant que l'état de folie ne pouvait entraîner une peine modérée, ni même un acquittement, mais un non-lieu, ils ont posé dans leur verdict même la question de la folie. Ils ont admis qu'on pouvait être coupable et fou, d'autant moins coupable qu'on était un peu plus fou. Coupable certes, mais à enfermer et à soigner, plutôt qu'à punir. Coupable, dangereux, puisque manifestement malade, etc. Et la pratique générale aux assises, étendue parfois à la correctionnelle de l'expertise psychiatrique, fait que la sentence, même si elle est toujours formulée en termes de sanctions légales, implique plus ou moins obscurément des jugements de normalité, des assignations de causalité, des appréciations de changements éventuels, des anticipations sur l'avenir des délinquants. Toute opération dont on aurait tort de dire qu'elle prépare de l'extérieur un jugement bien fondé. Elle s'intègre directement au processus de formation de la sentence. Au lieu que la folie efface le crime au sens premier de l'article 64, tout crime, maintenant et à la limite toute infraction, porte en soi comme un soupçon légitime, mais aussi comme un droit qu'ils peuvent revendiquer l'hypothèse de la folie, en tout cas de l'anomalie. Et la sentence qui condamne ou acquitte n'est pas simplement un jugement de culpabilité, une décision légale qui sanctionne, elle porte en elle une appréciation de normalité et une prescription technique pour une normalisation possible. Le juge de nos jours, magistrat ou juré, fait bien autre chose que juger. Fin de citation. Cet extrait est plutôt dense, mais on peut y relever plusieurs idées importantes. La première étant que la responsabilité devant la loi d'une personne a évolué comparativement à il y a plus de 2 siècles, dans la mesure où il suffisait avant d'établir la culpabilité d'une personne en cherchant les preuves qui permettent de faire le lien entre le crime constaté et les actes supposés de la personne à l'origine du crime. En passant, on constate qu'il y a un usage, d'après Foucault, qui est défectueux de l'article 64 dont il parle, puisque au lieu du fait qu'il y ait un non-lieu, on va quand même finalement juger le criminel en posant un diagnostic, même s'il est fou. Il faut encore savoir s'il est fou ou pas. Pour le dire simplement, on jugeait autrefois un acte et on cherchait en fonction de sa gravité à établir une peine qui corresponde à celle-ci. On juge maintenant des individus en les jugeant, et justement en les jugeant eux-mêmes, voyez. Les juges convoquent nécessairement un ensemble de normes qui portent en elles une appréciation de ce qu'est censé être un individu sain d'esprit, quelqu'un qui se comporte normalement. Quand Foucault parle de l'âme du criminel, il veut montrer qu'en fait on a déplacé le problème de la culpabilité au niveau de l'être de l'individu, voyez, de sa nature, pas simplement de son acte. L'article 64 du Code de 1810, que reprend Foucault en exemple ici, introduit donc la possibilité d'interrompre le cours d'un jugement pénal pour un criminel qui serait fou. Il ne serait pas enfermé en prison, mais finalement, et c'est l'application qui en est faite, il va être dans un espace spécialisé par rapport au traitement de la folie, pour être soigné, car sa culpabilité est nécessairement différente de celle d'un individu normal, mais il est jugé coupable quand même, voyez. C'est pas parce qu'il est fou que finalement, on va pas le juger coupable, on va seulement le mettre dans un espace d'enfermement qui sera adapté. Tout jugement ne consiste plus à examiner un acte et à le faire correspondre à un agent, mais à convoquer des normes psychologiques avec autant de rigueur que possible pour établir le degré de culpabilité de l'accusé. Ce qui est intéressant ici, c'est que la folie n'est plus un simple prétexte pour ne plus juger un criminel, elle devient un soupçon et un droit que le criminel peut revendiquer pour échapper à une peine plus lourde, la peine capitale par exemple. Elle est d'ailleurs immédiatement mise sur le devant de la scène en tant qu'hypothèse lorsqu'on a affaire à un crime spectaculaire, aux actes d'un tueur en série par exemple. La folie, dont on a vu auparavant qu'elle était un jugement servant à exclure certains individus du champ social, est également devenue un diagnostic excluant un individu
du champ de la responsabilité morale et juridique. On juge l'âme du criminel et on cherche à déterminer à quel point il est anormal pour établir à quel point il est coupable, tandis qu'avant on cherchait simplement à savoir quel était le degré de déterminisme ou de réflexion et d'élaboration dans son acte, voyez, sans pour autant songer à sa potentielle folie. Le juge ne juge plus dans le sens où il ne se contente plus d'établir la gravité d'un acte et la peine qui doit s'ensuivre, mais il juge un individu à partir de normes établies autour de ce que l'on considère comme étant la normalité ou bien une anomalie. On constate donc que le fou n'est plus un criminel classique et inversement. L'enfermement et le traitement thérapeutique ou non réservé à l'un ou à l'autre, différents nécessairement. Une des théories philosophiques majeures que développe Foucault dans Surveiller et punir concerne justement la façon dont le pouvoir politique tend à s'exercer une fois la culpabilité de la personne établie et une fois ce dernier enfermé. Mais en lisant attentivement ce chapitre 3 qui se nomme Panoptisme, qui est issu de la partie 3 nommée Discipline, et qui comporte parmi les plus intéressants de cet ouvrage, je me suis rendu compte qu'il s'agissait plus que d'une énième considération historique sur le mode de fonctionnement des prisons, et que la généralisation de ce mode de surveillance était plus que jamais d'actualité. Foucault nous donnant ici des outils précieux pour penser la discipline et le pouvoir politique moderne en un sens large. En effet, quel traitement réservé à celui que l'on enferme et qui a été identifié comme une menace ? Autrefois, le prisonnier était dissimulé au regard du public dans un cachot, l'absence de lumière ajoutait même une forme de dissimulation supplémentaire, mais c'est précisément le dévoilement total de l'individu et au contraire sa mise en lumière qui va caractériser la mécanique de répression moderne. Foucault introduit ce point par le biais du panoptique, élaboré par le philosophe utilitariste Bentham, qui est un nouveau mode de surveillance carcérale basé sur la visibilité totale des détenus et leur isolation. Les détenus sont dans des cellules bien séparées, de façon à ne pas pouvoir communiquer entre eux. De plus, cela permet aux gardiens postés dans une tour visible des détenus de voir tout le monde sans être vu, car personne ne peut voir ce que fait le gardien à l'intérieur de sa tour d'un point de vue extérieur. Elle a été construite de telle sorte que l'intérieur de la cabine n'est pas visible de l'extérieur. Le prisonnier se sent donc en permanence épié et il intériorise ainsi le pouvoir qui s'exerce sur lui en le surveillant potentiellement à chaque instant, même si le gardien ne regarde pas dans sa direction spécifiquement à ce moment-là, vous voyez. Donc les cellules étant disposées de telle façon qu'à partir du point de vue du sommet de la tour, chacune d'elles puisse être potentiellement observée. De cette façon, le pouvoir ne s'exerce plus par le strict enfermement. Ils sont enfermés, mais il y a quelque chose en plus, parce que dans le cadre des cachots, c'était simplement un enfermement. Là, on peut pas dire que les prisonniers soient enfermés et dissimulés. Au contraire, ils sont exposés et ils sont rendus visibles non seulement des gardiens, mais également pour tout visiteur qui choisirait de visiter la prison et le panoptique. De plus, le pouvoir ne s'exerce plus par l'exercice direct d'une force ou par l'intervention régulière de gardes, mais il gagne en légèreté et en économie de moyens, car il résulte d'un contrôle de soi permanent lié à un spectateur potentiel qui sera en mesure d'observer chacun des faits et gestes de celui sur qui s'exerce le pouvoir. La personne en question va se censurer, elle va se limiter elle-même, voyez, sans qu'il y ait un gardien qui doive intervenir pour la forcer à le faire. C'est le philosophe utilitariste Bentham auquel on doit cette idée, et Foucault montre bien le lien entre la pensée utilitariste de ce dernier et le panoptique, car Bentham, en tant qu'utilitariste, avait fait du critère de justice fondant les lois la maximisation du plus grand bonheur possible de la population. Il a donc joint à cet élément la minimisation des moyens économiques nécessaires, des efforts humains à fournir et de la souffrance, tant du point de vue des détenus que des gardiens. Vous voyez, le but c'était vraiment de minimiser les efforts nécessaires au bon déroulement du fonctionnement carcéral, toujours dans la perspective de maximisation
du bonheur des individus. En effet, les personnes constamment surveillées seront d'autant plus prudentes et inquiètes, et feront donc en toute logique moins de bêtises, ce qui diminuera le nombre d'interventions physiques nécessaires de la part des gardiens, et diminuera la proportion de moyens mis en œuvre pour arriver à un résultat qui aurait été moins efficace et qui n'aurait pas autant maximisé le confort potentiel des individus. On pourrait se dire que le panoptique n'est qu'un système de surveillance permanent qui exerce une grande pression avec peu de moyens et à peu de frais sur des prisonniers, mais justement, non, la société disciplinaire se formant par un mouvement allant de discipline fermée au mécanisme infiniment généralisable du panoptisme tend à se généraliser et à généraliser ce mode de contrôle originellement carcéral à l'échelle de la population entière. Et cela a commencé peu de temps après, au XVIIIe siècle, auquel Bentham a développé son idée. Et c'est là justement que ça devient vraiment intéressant. Je cite donc Foucault, qui dans le chapitre que j'ai indiqué décrit l'application de ce principe de surveillance généralisée à l'échelle de la société entière. Je cite, « Et pour s'exercer, ce pouvoir doit se donner l'instrument d'une surveillance permanente, exhaustive, omniprésente, capable de tout rendre visible, mais à la condition de se rendre elle-même invisible. Elle doit être comme un regard sans visage qui transforme tout le corps social en un champ de perception, de milliers d'yeux portés partout, des attentions mobiles et toujours en éveil. Un long réseau hiérarchisé qui, selon le maire, comporte pour Paris les 48 commissaires, les 20 inspecteurs, puis les observateurs payés régulièrement, les basses mouches redistribuées à la journée, puis les dénonciateurs qualifiés selon la tâche, enfin les prostituées. Et cette incessante observation doit être cumulée dans une série de rapports et de registres. Tout au long du XVIIIe siècle, un immense texte policier tend à recouvrir la société grâce à une organisation documentaire complexe. Fin de citation. Et plus loin, Foucault précise que le pouvoir d'enfermement ne s'exerce plus par la seule main du roi, mais du peuple au roi par des lettres de cachet qui exigent parfois l'enfermement d'un proche. Ce n'est donc plus un pouvoir politique qui s'exerce de manière verticale d'un roi à ses sujets, tout le monde participe du pouvoir en place et devient tour à tour un délateur potentiel ou une personne potentiellement surveillée par un autre. Le génie de cette thèse de Foucault vient du fait que le pouvoir, en multipliant son périmètre d'observation et en augmentant sa discrétion, parvient à maintenir sous contrôle la masse grandissante démographiquement au fur et à mesure que passent les siècles, sans avoir à fournir autant d'efforts que par le passé. Le pouvoir était autrefois frontal et direct, il est devenu insidieux et silencieux, et son efficacité n'en est que davantage décuplée, car nous l'avons tous intériorisé, et nous nous contraignons nous-mêmes par l'anticipation d'un regard ou d'un témoin potentiel qui pourrait nous amener à être punis. Inutile de dire qu'avec le développement massif du numérique, les multiples cookies de navigation et tout le reste, les signalements, etc., qui font que, si on a un peu du jote, on va éviter de taper la première chose qui nous passe par la tête en guise de commentaire la plupart du temps. Le pouvoir ne s'est jamais aussi bien exercé qu'à l'heure actuelle et que la surveillance généralisée semble à ce jour à son paroxysme. Nous pourrions donc ouvrir cette réflexion en nous demandant si nos modes de communication, de recherche et d'information actuels ne constituent pas le panoptique moderne le plus impressionnant que nous ayons connu pour l'instant. De même, il reste possible de nous interroger sur la dimension relative des normes que nous avons mis en évidence en nous appuyant sur les travaux de Foucault. La diversité des profils et des comportements humains, ainsi que des manières de les appréhender à travers l'histoire, fait-elle obstacle, pour de bon, à l'unité du genre humain ? C'est sur ces pistes de réflexion que je clôt pour l'instant mon itinéraire sur Foucault. En attendant, je vous remercie pour votre attention et pour m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à une prochaine fois.